Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue ce soir dans l'auditorium du lycée Potier pour cette conférence qui inaugure un cycle de 8 conférences organisées par Monsieur Desraux et avec l'aide active de nos élèves de classe préparatoire aux grandes écoles. Je tiens donc à remercier Monsieur Fièvre, notre conférencier de ce soir, qui va introduire ce cycle. Je suis heureux de voir que la salle est quasiment comble. C'est vraiment un dispositif que je trouve extraordinaire pour notre lycée et son rayonnement. C'est un exercice pédagogique pour énormément de monde. C'est aussi un apport scientifique qui est précieux. Donc exercice pédagogique pour nos élèves, quelque chose d'extrêmement formateur. Et puis aussi pour nos élèves de l'atelier de captation, cinéma audiovisuel, qui font ce soir une captation en direct. Voilà, je ne vais pas être long. Merci beaucoup, Monsieur Fièvre. Je vais laisser la parole donc, à nos élèves et à vous-même. Et puis, très bonne conférence à tous. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue. Nous sommes ravis d'inaugurer avec vous cette première conférence des CPGE. Donc, permettez-moi de vous présenter. Tout d'abord, je m'appelle Léna et avec moi, il y a Esteban, Nolan et Marie-Clotilde. Pour ce premier soir, nous sommes ravis d'être en compagnie de François Fièvre, docteur en histoire de l'art, spécialiste de l'histoire du livre illustré et plus particulièrement des contes, chercheur au laboratoire de l'université François Rabelais de Tours et spécialiste des rapports entre le texte et l'image. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup de l'invitation. Voilà, je voulais remercier Monsieur Desraux et le lycée Potier et ses élèves de m'avoir invité à parler ce soir d'un sujet qui est en rapport avec un livre que j'ai publié qui s'appelle Le conte et la silhouette, archéologie d'une rencontre. Alors, le temps m'est compté, donc c'est un livre de quand même quelques centaines de pages, donc le but c'est d'essayer de vous en faire une sorte de condensé. Je vais d'abord peut-être vous expliquer comment je suis arrivé à ce travail-là. Alors en fait, ce livre, pour simplifier, son sujet, c'est quoi? La rencontre de deux formes artistiques, un genre littéraire d'une part, le conte, et une forme visuelle, la silhouette. Jusqu'ici, ça va. Donc je vais articuler ça en 3 points ce soir. D'abord, comment est-ce que je suis arrivé à ce sujet? D'autre part, quel point de convergence esthétique on a entre ces deux formes? Et donc là, on va prendre l'exemple privilégié du cinéma d'animation avec Michel Oslo, que vous devez connaître, et Lothar Heiniger, qui vous avez plus de chances de ne pas connaître, mais on ne sait jamais. Et puis ensuite, si on a le temps, mais je ne suis pas du tout sûr qu'on l'ait, on essaiera de voir quelques usages de la silhouette dans l'illustration de contes contemporains. Alors, je suis arrivé à ce sujet-là parce que je me suis beaucoup intéressé dans mon parcours de chercheur en histoire de l'art sur un illustrateur qui s'appelle Arthur Rackham. Arthur Rackham, c'est un illustrateur de la fin du 19e et surtout du début du 20e siècle. Sa grande période, c'est les années 1900-1914. Mais il a fait deux très beaux albums. Cinderella en 1919, donc c'est un illustrateur anglais, et The Sleeping Beauty en 1920, qui ont été intégralement illustrés en silhouette. Et à ma connaissance, en tout cas quand je travaillais sur ce sujet-là, j'étais interpellé par cette forme. Comment est-ce qu'il arrivait à illustrer tout un livre avec des silhouettes? Je me suis intéressé à ça, et puis ensuite, en travaillant dessus, je me suis rendu compte qu'il avait même fait une conférence à cette époque-là. Alors le texte est perdu. Mais le texte de cette conférence est perdu, mais qu'il avait fait une conférence sur les silhouettes, sur l'art des silhouettes. Ah ben oui, je me suis dit, c'est un sujet en particulier, c'est un artiste qui s'est intéressé à une forme particulière. Et en plus, il a beaucoup illustré de contes, donc je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport particulier entre ce genre littéraire et cette forme visuelle? Et je me suis rendu compte, en travaillant aussi, en voyant, en librairie, en bibliothèque, qu'il y avait beaucoup d'illustrateurs qui retravaillaient, qui faisaient de l'illustration de contes sous forme de silhouette. Alors des illustrateurs aussi divers que Emmanuel Fornage, là vous voyez le petit chaperon rouge chez Circonflexe en 2014, ou Lorenzo Mattotti, un illustrateur italien pour Hansel et Gretel d'après Grimm, chez Gallimard en 2009. Alors dans des styles très très différents, mais je voyais que c'était quelque chose, c'est une tendance. Alors évidemment on peut illustrer
les comptes autrement qu'en silhouette, suffit d'aller en librairie pour s'en rendre compte, mais disons que c'était une tendance particulière qui m'intéressait du point de vue esthétique. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de spectacles également qui étaient faits d'après des contes. Donc les contes de, là vous voyez tout en haut les habits neufs de l'empereur, d'après Andersen, une compagnie locale d'Indre-et-Loire en 2019, ou les contes de Perrault, donc d'après Perrault, dans l'Athénée Théâtre, donc une compagnie un petit peu plus connue au niveau national, donc en 2025. Donc qui utilise cette forme de la silhouette, mais cette fois-ci dans les arts, du spectacle. Et puis en fait, ma réflexion, elle m'a amené beaucoup plus loin parce que je ne m'intéresse pas seulement à une forme littéraire, je m'intéresse également à... En fait, j'ai toute une espèce de rêverie poétique, mais en même temps assez érudite, il faut l'admettre, puisque c'est un livre qui est publié dans des éditions universitaires, mais une rêverie quand même sur... En fait, une rêverie poétique, poétique au sens vraiment où l'entend... où on oppose où on dit que la poétique c'est une théorie de la création, là où l'esthétique ça serait une théorie de la réception. Et donc cette rêverie poétique, c'est d'où viennent ces silhouettes. Et j'imagine que c'est en fait des ombres qui sont venues lors de séances de raconter, lors de séances de veiller au coin du feu, où les premiers conteurs auraient raconté au coin du feu. Donc c'est la légende qui veut ça, c'est une espèce de scène mythique quand on s'intéresse au conte, qui vient de loin, qui vient du XVIIe siècle, voire de plus loin. Et qui, donc j'imagine qu'il y avait des ombres sur le coin du feu et que ces ombres ensuite ont pu donner naissance à des silhouettes. Je n'aurai pas le temps d'aborder cet aspect-là de la conférence, ce soir dans la conférence, mais voilà, vu que c'est une bonne partie de mon livre, je voulais quand même mentionner cet aspect-là. Et donc, mon livre il s'articule autour de 3 parties. Le premier consacré à l'histoire du cinéma d'animation au XXe siècle. Le deuxième qui parle des arts de la silhouette entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Et la troisième partie, donc là, ça concerne ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire les scènes de comptage, les mythes, on pourrait dire, ou les légendes qui ont trait à des scènes dans lesquelles on voit des ombres, alors dont la scène dont le mythe de la caverne de Platon, mais également des rêveries que certains artistes ou certains écrivains ont pu faire, par exemple sur l'art du paléolithique, en imaginant que ce sont des ombres qui se sont projetées sur la paroi et qui ont donné l'idée éventuellement aux premiers artistes, aux premiers homo sapiens du paléolithique, d'essayer de créer les premières images. Et donc, là, je vous brosse vraiment un portrait très très large. Donc, vous voyez, je viens, et ce qui me semble intéressant, en tout cas dans cette structure, ce qui m'a intéressé moi au niveau de l'écriture de ce livre, c'était d'avoir une perspective archéologique, c'est-à-dire une perspective, en fait, une exposition des choses qui aille à rebours du sens chronologique, c'est-à-dire qui part du contemporain et qui aille vers le plus ancien, comme une espèce de quête des racines, d'une certaine manière, de ces images qui animent les créateurs d'aujourd'hui, comme Michel Oslo ou comme les artistes qu'on a vus qui travaillent ces images dans le spectacle vivant. Je me suis demandé, mais quelles sont les racines de tout ça, en remontant jusqu'au paléolithique. Alors bon, évidemment, c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais c'est ça qui m'a intéressé. Et et puis vous jugerez sur pièce si ça vous intéresse en lisant le livre. Donc évidemment, je ne vais pas vous parler de tout ça parce que en l'espace d'une trentaine de minutes, je vais avoir du mal à évoquer tout ça, toute cette classe. Je vais essentiellement me concentrer ce soir sur le premier chapitre, c'est-à-dire le cinéma d'animation. Et il y a déjà beaucoup à dire. Le cinéma d'animation. Donc, vous connaissez pour la plupart l'œuvre de Michel Oslo avec Kirikou, au début des années 90. Il faut savoir, certains d'entre vous connaissent également Princes et Princesses. Voilà. Il faut savoir que l'une des premières œuvres de Michel Oslo, c'est Les Trois Inventeurs. C'est son premier court-métrage, en tout cas c'est l'un de ses premiers courts-métrages à être diffusé en 1979. Et c'était une œuvre qu'il a faite avec du papier découpé. Alors c'est pas des silhouettes à proprement parler, c'est pas ce que j'appelle des silhouettes, parce que les silhouettes, en fait, l'idée c'est qu'on a une lumière à l'arrière
et que ça vient occulter la masse corporelle ou la masse de papier, et que du coup on ne voit que ce qui est caché par une masse de lumière qui se trouve à l'arrière de la figure. Or là, on a un éclairage qui est en lumière rasante, et où vous pouvez voir les ombres sur le papier. En fait, c'est du papier découpé filmé par le dessus, et non pas du papier découpé filmé par le dessous. D'accord? Et donc c'est pour ça que ce n'est pas vraiment des silhouettes. Mais on retrouve quand même quelque chose de l'esthétique de la silhouette par l'utilisation de figures de profil et par cette technique du papier découpé qui est absolument essentielle dans l'esthétique du cinéma de silhouette, qui a son histoire à part entière dans l'histoire du cinéma d'animation au XXe siècle. Et donc là, et ce qui était intéressant, c'était qu'à l'époque, Michel Oslo, il n'avait pas un rond. Comme il explique, ce n'était pas un choix que j'avais fait, je n'étais pas en mesure d'émettre des choix. C'est simplement que la productrice avait trouvé le banc-titre. Alors le banc-titre, c'est ce qui lui permet de faire son montage d'image et de prendre les prises de vue, le moins cher de France. Donc il s'agit de papier blanc et de napperon qu'on trouve sous les gâteaux. Avec ça, j'avais une paire de ciseaux, un peu de fil, du ruban adhésif, et il a fait son film tout seul, comme un grand, pendant des semaines et des semaines, pour arriver à son premier chef-d'œuvre, on pourrait dire. Et ensuite, il a fait d'autres films, bien sûr. Il a fait une série télévisée. Alors au départ, c'était une série télévisée, vous le connaissez probablement sous sa forme de long métrage. Hein. Donc la Cinécie, 1989, c'est un ensemble de 8 courts-métrages pour la télévision, qui a été ensuite adapté en un long-métrage qui s'appelle Prince et Princesse. Et puis il y en a également d'autres, voilà, où là on a vraiment pour le coup des silhouettes avec un éclairage par le dessous, où ce sont des contes. Là, je vous ai mis un très court extrait. Je m'appelle Kirikou. Et avant, que faisait l'auteur de Kirikou? Il dessinait et racontait de jolies petites histoires. Avec des princes et des princesses. Un baiser suffirait. Un tout petit. Je me permets d'écourter. Mais en tout cas, vous voyez l'économie formelle qu'on peut avoir. Alors évidemment, il y a des fonds colorés qui permettent d'égayer tout ça, mais sinon, au niveau des figures et au niveau des décors, c'est vraiment très très limité, en tout cas au niveau des moyens formels qui sont utilisés par le cinéaste. Et pourtant, il arrive à faire des courts-métrages qui ont charmé en tout cas des milliers d'enfants et d'adultes. Et il a continué ensuite, il a persisté signe dans ce style, puisque dans les films de silhouette, il y a Dragons et Princesses, il y a Ivan Tsarevitch et la Princesse Changeante en 2016, et même récemment en 2022, Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse. Il y en a un des films qui est en silhouette. D'accord? Donc évidemment, il n'avait pas connu que pour cette technique-là, mais il utilise ça, il l'utilise un petit peu aussi comme une sorte de signature, hein, puisqu'on le connaît, ce cinéaste, du fait de ce style. Mais il faut savoir qu'il n'est pas le seul à avoir utilisé cette technique-là, puisque l'une des grandes cinéastes d'animation qui a marqué l'histoire du cinéma d'animation au XXe siècle, c'est Lotte Reiniger, qui est une Allemande, qui a commencé à travailler dans les années 1910, qui était formée au théâtre d'ombre, et qui avait fait aussi toute une série de portraits en silhouette, et elle a été au départ décoratrice, elle a travaillé dans le cinéma muet, etc. Et puis elle a fait ses premiers courts-métrages, Der Fliegende Koffer, d'après Anderson, Aschenputtel, d'après les Grimm, en 1922, et puis son très grand long-métrage qui s'appelle Les Aventures du Prince Ahmed, en 1926. Donc qui est le tout premier long-métrage de l'histoire du cinéma d'animation, en tout cas le tout premier qui nous soit resté, avant donc Blanche-Neige de Disney, qui est de mémoire 1929, mais c'est de mémoire, donc c'est soumis, il faudra vérifier ça. Et ensuite, elle a fait, donc, Lotte Reiniger, d'autres courts-métrages, donc Der Graf von Carabas, c'est le chat, une adaptation du Chaboté, Die Goldene Gans, donc c'est le Loi d'or, d'après un conte de Grimm, puis ensuite, pour la télé anglaise, dans les années 50, elle a fait 14 courts-métrages, en tout cas, Lotte Reiniger, elle n'a pas fait que
des courts-métrages à partir de contes. Là, je vous ai mis uniquement les listes. Mais sinon, elle a fait aussi, à partir de l'opéra de Mozart, là, ah mince, ça me vient pas. Avec Papageno et Papagena, la flûte enchantée, merci beaucoup. La flûte enchantée, elle a fait beaucoup d'autres mises en forme de ballets, d'opéra, mais l'un de ses sujets phares, par contre, elle n'a jamais pratiqué que le style de silhouette, c'était les contes. Et donc, ça m'a interrogé cette espèce le fait que ça soit une part non négligeable, à peu près la moitié de son œuvre, c'est vraiment des contes. Et là, je vais vous mettre un extrait, vous verrez, l'animation est très très différente, beaucoup moins fluide que celle de Michel Oslo, mais on est en 1926. La musique n'est pas forcément d'époque. Avec beaucoup d'effets spéciaux déjà dès 1920. Dès les années 1920. Et là, je vais vous mettre l'extrait d'un court reportage qu'il y a sur Lothar Heiniger où on la voit travailler, c'est passionnant avec ses petits ciseaux pour arriver. Tout ça, c'est fait en marionnettes d'ombre, qui sont ensuite photographiées une à une, c'est vraiment du stop motion, et donc qui permet ensuite de générer ensuite la séquence filmée. Il y a d'autres artistes qui ont travaillé sur ce sujet-là, un petit peu, voilà, mais Lothar Heiniger et Michel Oslo, c'est vraiment ceux qui ont le plus travaillé ces contes et ces silhouettes. Et donc ce qui m'a intéressé, c'était de faire l'analyse esthétique de tout ça également, et que je vais essayer de voir avec vous assez rapidement. Donc, je vous le mets pour information, mais on y reviendra après. Alors d'abord, il faut savoir que le conte, c'est un genre littéraire bref, qui s'oppose en cela à l'épopée, au roman, et donc c'est un genre, cette brièveté, c'est quelque chose qui partage par exemple avec la nouvelle ou avec la fable, qui sont des genres narratifs qui sont très très brefs. Et la particularité du film du silhouette, c'est ce que j'ai pu en remarquer en tout cas, dans l'histoire du XXe siècle, c'est que ce sont très souvent des courts-métrages. Alors, il y a le contre-exemple des aventures du prince Ahmed, mais qui est relativement exceptionnel dans l'œuvre de Lothar Heiniger d'une part, et puis d'autre part, qui peut être considéré aussi comme une espèce de concaténation de différents contes, comme une espèce d'agrégation de différents contes qui sont tirés des mille et une nuits. Il y a des raisons à cela, c'est qu'il y a des raisons économiques, c'est-à-dire que les films d'animation en stop motion avec des marionnettes d'ombre, c'est très compliqué à faire. Il faut énormément de temps, et donc pour arriver ensuite à en faire un objet qui soit un tant soit peu rentable, et bien du coup on est obligé de raccourcir évidemment la durée des films qui sont faits. Il y a des raisons esthétiques également, qui est qu'on se situe dans les années 1920, le cinéma muet existe, mais en fait il y a très très peu de monde qui est capable enfin en tout cas il y a très très peu de monde qui est capable de s'avaler un long métrage entier de cinéma d'animation. Il faut bien se mettre en tout cas dans les années 1920, dans la tête que la plupart des dessins animés, ce sont les silly melodies, qui sont des choses qui sont tout à fait cartoonesques, qui n'ont rien à voir avec, nous on est habitués aux longs métrages des studios Ghibli, des studios Disney, etc. Mais en tout cas à cette époque-là, il n'y avait pas la même habitude du public vis-à-vis de longs métrages d'animation. Ce n'était pas quelque chose très fréquent. Et puis par ailleurs, beaucoup plus tard, les habitudes des spectateurs, ils étaient plutôt vers les dessins animés en cellulo, qui sont avec des belles textures, des beaux paysages, etc. Là, on a une image qui est vraiment très très économique, très très sobre. Et c'est vrai qu'arriver à regarder, pour disons éviter les phénomènes d'ennui, on pourrait dire, eh bien, arriver à regarder tout un long métrage en film de silhouette, c'est vrai que c'est pas forcément évident dans les années 80 ou dans les années 90. Donc, ce qui explique éventuellement cette fréquence du court-métrage. Par ailleurs, il faut savoir que dans le conte, en tout cas dans l'esthétique littéraire du conte, au contraire de la nouvelle justement,
les contes de Perrault, c'est pas comme les nouvelles de Maupassant. C'est-à-dire que très souvent, les personnages, ils ont très peu de profondeur. Ils n'ont pas de nom. Vous prenez le petit Chapon Rouge, vous prenez la Belle au bois dormant qui n'a pas de nom, vous prenez la femme de Barbe Bleue qui n'a pas de nom, Barbe Bleue qui n'a de nom que celui de sa barbe, etc., etc. Et ils ont en général pas d'état civil. Ils n'ont quasiment pas d'histoire personnelle ou pas d'histoire familiale. Les descriptions psychologiques n'ont rien à voir avec celles qui ont lieu dans les nouvelles de Maupassant ou de Flaubert. On est d'accord, on n'est pas dans un univers réaliste où on essaie d'approfondir justement la psyché d'un personnage. Et ce qui m'a intéressé, c'est que, évidemment, c'est un rapport avec ces espèces de figurines complètement plates qu'on retrouve dans les silhouettes. Alors, j'ai une citation que j'ai beaucoup appréciée d'un théoricien du conte, Max Luthi, qui explique « C'est comme si les personnages du conte populaire étaient des figures de papier ». Et donc, évidemment, ça m'a interpellé. Il y a par ailleurs une certaine linéarité narrative, c'est-à-dire contrairement au genre de la nouvelle, notamment de la nouvelle à chute, on peut avoir des phénomènes de flashback, de prolepse, de métalepse, etc. Eh bien, la particularité du conte en général, c'est qu'il y a un début, il y a une fin, il y a le fameux schéma narratif qu'on apprend au collège, et qui en général s'expose de manière très linéaire avec un enchaînement des actions. Alors des fois c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des récits impliqués à l'intérieur d'autres récits, mais en général il y a une certaine linéarité narrative. Et la particularité du film de Silhouette, c'est qu'il y a également la même orientation vers l'action avec les figures de profil. Alors là j'ai pas le temps forcément de vous lire la totalité de la citation de Meyer-Shapiro, mais l'idée c'est que quand on a deux figurines de profil, on a l'impression qu'elles interagissent entre elles et pas avec le spectateur. Donc on est vraiment, on pourrait l'antithèse, on pourrait dire d'une relation comme on pourrait avoir avec le portrait ou avec un Christ en croix, avec une relation allégorique ou une relation directe avec le spectateur. Là, on a une orientation vraiment vers la narration et vers quelque chose qui serait de l'ordre de l'histoire. Et voilà. Et puis, on pourrait dire également que le conte, c'est un genre qui est familier des événements merveilleux, puisque il y a évidemment le cas des contes merveilleux, mais il y a également le cas des contes d'animaux. La particularité, en tout cas une des conventions possibles du conte, notamment dans le conte populaire de tradition orale, c'est que les contes ne prétendent pas dire la vérité, les conteurs, excusez-moi, ne prétendent pas dire la vérité. En général, ils commencent souvent, ou ils terminent leur conte, ou leur séance de contage, par des formulettes qui leur permettent de dire qu'ils se situent dans le mensonge, en réalité. Et il y a le même caractère, on pourrait dire illusionniste, du cinéma d'animation en général, et de la silhouette en particulier, qui ne peut pas prétendre à représenter la réalité, contrairement à l'image en prise de vue réelle, puisque justement, on assiste à un cinéma d'animation où on constate les effets spéciaux en même temps qu'on est fasciné par l'histoire. Un dernier aspect qui m'a intéressé, c'est la mise en scène de l'oralité. Je vous mets pour ça un très court extrait de Aucassin et Nicolette en 1975, où là vous verrez de la couleur. Aucassin was of Beaucaire, of the noble castle there, but his heart was ever set on the fair maid Nicolette, though his father many a day, and his mother said him nay. Thus they raged against their son. Alors, ce qui m'intéresse dans cette vous constatez qu'il n'y a pas de dialogue. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il n'y a pas de dialogue en fait. Donc je vous demande de vous souvenir. Vous voyez, il y a une seule voix qui raconte toute l'histoire. Et ça, c'est une espèce de constante, enfin de quasi-constante dans les courts-métrages de l'auteur Heiniger. C'est-à-dire qu'on a une voix du conteur qui va raconter toute l'histoire. Alors, c'est pas le cas dans les films de Michel Oslo, où au contraire, il y a énormément de dialogues, et puis où il y a différents interprètes qui jouent les différentes marionnettes. Mais chez Michel Oslo, par contre, on a ce récit cadre. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, que ce soit dans Cinécie ou dans Prince et Princesse, où avant de mettre en l'acte même de raconter une histoire fait l'objet d'une histoire qui est celui donc de ces deux enfants qui vont voir le vieux projectionniste et ils vont raconter des histoires sous forme de film. D'accord ? Et donc ils vont raconter cette, et donc on a une sorte d'équivalent, on pourrait dire,
au récit cadre qu'on retrouve dans beaucoup de recueils de contes de fées, et notamment dans celui que vous connaissez probablement des Mille et une nuits, où on a la princesse Scheherazade, donc, qui doit survivre jusqu'au lendemain, puisque le roi Shahriar décide, pour se venger des femmes en général, de prendre une femme sur sa couche et donc tous les soirs, et de l'abattre le lendemain, de la tuer le lendemain. Et Scheherazade va rompre cette espèce de malédiction en racontant des histoires et en s'arrêtant au milieu d'une histoire pour justement essayer, par le suspens narratif, de survivre un jour de plus, et un jour de plus, et un jour de plus, etc. C'est comme ça que sont créés les Mille et une nuits. Donc il y a ce récit cadre-là. Chez Perrault, par exemple, on a un autre récit cadre qui est celui de La veillée au coin du feu, d'accord, qu'on a, c'est un récit cadre qui évidemment où on raconte une histoire avec cette image. Cette image, c'est quoi sur la gauche? C'est un frontispice. Le frontispice, c'est l'image, c'est la gravure qu'on a en face de la page de titre dans les livres. Et donc là, c'est le frontispice de l'édition Princeps, de l'édition originale de 1697. Donc des histoires au cours du temps passé, les contes en prose. Et donc, qu'est-ce qu'il dit avec ce frontispice, Perrault? Il dit qu'en fait, ça raconte, il ne le met pas en scène dans un récit littéraire, hein, ce récit, c'est vraiment une image. Il dit qu'en fait, ces histoires, il est allé les raconter au coin du feu. Il est allé les prendre dans les histoires que les vieilles racontent aux enfants au coin du feu. Évidemment, c'est une fiction, mais ça nous intéresse parce que cette image, c'est un récit cadre également, qui vient cadrer éditorialement, on pourrait dire, le fait qu'il nous raconte des histoires ensuite dans la suite de son livre. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que c'était une sorte d'équivalent. Donc, chez Récits Oslo, il y a une mise en scène de la tradition orale et de la manière dont on raconte des histoires. Et donc, il y a des points de convergence esthétique entre ce genre littéraire, d'une part, et cette forme visuelle, d'autre part, qui sont ceux que je vous ai exposés dans ce bref aperçu du premier chapitre de mon livre. Et je pense que, de manière à laisser la place aux questions, je vais m'arrêter là et je ne vais pas trop parler des albums contemporains. Je vous laisse juste avec l'image d'Arthur Rackham. Merci Monsieur François Fièvre. Nous avons une question par rapport à un des derniers grands métrages de Michel Oslo, Les Contes de la Nuit. Et il s'avère que dans ce film spécialement, il représente des silhouettes de face. Est-ce que vous pensez que c'est un parti pris de sa part? Alors, il faut savoir que depuis les Kirikou, en gros, il fait plus quand il utilise la forme de la silhouette, Michel Oslo, il n'utilise plus de papier découpé, hein. Il fait tout par ordinateur maintenant. Donc, en fait, cette technique de l'ordinateur, de l'animation par ordinateur, ça lui permet, en effet, d'avoir une animation beaucoup plus fine et beaucoup plus fluide, qui lui permet de se passer donc de cet impératif, on pourrait dire, visuel de la représentation de profil. Comme vous l'avez vu dans l'extrait également, Lotte Reiniger, elle représente également certains visages de face. Je n'ai pas vu toute la filmographie de Michel Oslo, donc moi ce que je me contente de dire, c'est que j'en fais pas quelque chose d'absolument systématique. C'est-à-dire qu'il me semble que j'ai pas vu par exemple cette série de long métrage, mais j'avais vu d'autres courts-métrages de Michel Oslo plus récents, où j'avais bien constaté qu'il mettait des images de trois quarts, des images de profil, et également des images qui passaient du trois quarts au profil ou de face, etc. Mais que ce n'était pas le procédé majoritaire. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que très très souvent, il reste quand même sur cette figuration profil, etc. Et que c'est dû à cette tension narrative qui fait que du coup les profils se reconnaissent beaucoup plus facilement avec des images de profil, alors que par exemple ce qu'on a dans le cinéma de prise de vue réelle, quand on veut représenter un dialogue, il y a la fameuse technique du champ contre champ, et bien ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup plus rarement dans le film de silhouette.
Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc il y a une contrainte technique, d'une part, qui est levée avec l'animation par ordinateur, et par ailleurs, je suppose que, mais je ne veux pas en faire une loi, que la technique de profil reste un choix majoritaire qui est lié à la forme de la silhouette. Voilà. On parlait évidemment de progrès technique. Alors peut-être une question un petit peu facile qui s'applique à tous les arts, mais est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des impacts, en particulier sur la silhouette, avec la question de l'intelligence artificielle qui arrive dans l'animation? C'est un peu complexe. Là, pour le coup, je ne saurais pas vous dire. Ce que je sais, c'est que l'intelligence artificielle, si on lui demande de représenter des choses en silhouette, elle le fera. Après, elle fait bien ce qu'on lui demande de faire. Elle le fera forcément moins bien qu'un artiste, parce qu'elle le fera à partir des bases de données qu'elle connaît. Et si les bases de données qu'elle connaît, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, des bases de données iconographiques qu'elle connaît, qui sont souvent d'ailleurs des bases de données plutôt photographiques qu'artistiques, je suppose que ce ne sera pas concluant, mais après, je ne peux pas vous prédire l'avenir. Donc dans votre conférence, vous abordez surtout les films d'animation, et dans votre livre, vous parlez aussi des films... je ne veux pas dire normaux, mais vous voyez, donc notamment Sleepy Hollow de Tim Burton ou encore Batman, la version de 1989. Quels sont ici les effets recherchés dans ces œuvres dans l'utilisation de la silhouette? Alors, je parle en effet de quelques scènes de ces films du cinéma de Tim Burton, donc Batman et Sleepy Hollow, parce que justement on y trouve des figurations en silhouette et que j'y ai vu. Notamment dans Sleepy Hollow, parce que Batman, c'est plus anecdotique, c'est de l'ordre de la note de bas de page. Dans Sleepy Hollow, j'y ai vu une espèce d'hommage de Tim Burton aux origines du cinéma. Et aux origines du cinéma, parce qu'il y a une scène de Sleepy Hollow où il y a une scène de lanterne qui tourne. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. C'est pas de la lanterne magique au sens strict, au sens où on l'entend vraiment dans les arts visuels. Mais c'est une espèce de photophore avec des... Voilà. Et il y a une scène de meurtre qui se fait avec des ongles qui sont projetés sur les murs, comme ça, d'animaux assez féroces qui voient ça. Et par ailleurs, il y a une scène d'exposition où ça lui permet de situer son récit au XVIIIe siècle, parce que, justement, il y a une scène d'exposition dans le générique de début de Sleepy Hollow, où tout est vu en silhouette. Et il se trouve que l'histoire de Sleepy Hollow, évidemment, se situe au XVIIIe siècle. Or, donc c'est une manière pour moi d'introduire la seconde partie de mon travail, qui est justement de situer la naissance des arts de la silhouette en Europe au XVIIIe siècle. Alors moi j'avais une question. Dans votre livre, vous inventez le thème du théâtre d'ombre, et je voulais savoir comment se retranscrit l'héritage du théâtre d'ombre dans les œuvres plus contemporaines. Alors ça, j'en ai un petit peu parlé en introduction, là, en vous présentant des... Voilà, alors il y a quantité de trous qui peuvent se saisir, notamment dans les arts de la marionnette, hein, bien sûr, parce que les arts de marionnette sont très actifs. Il y a différentes techniques, c'est-à-dire qu'il y a la technique... alors, selon les choix artistiques des compagnies, ils peuvent représenter des créations à partir de textes récents, à partir de textes plus anciens. Il y a même, ça peut être tiré de la littérature de jeunesse ou pas. Il y a plusieurs techniques. Il y a la technique traditionnelle de la marionnette d'ombre, qui est faite derrière un écran. Mais il peut y avoir également des techniques de marionnette à main type Burattini, qu'on manie au-dessus, et puis avec un éclairage à l'arrière, on a quand même l'impression de silhouette. Un petit peu comme dans l'allégorie de la caverne de Platon. Et il y a également les techniques de silhouette dite à l'espagnol, où là, ce sont des acteurs qui sont derrière un écran et qui se forcent à être de profil pour pouvoir interagir, et on ne voit que d'eux, que leur silhouette. Et donc, des fois, les spectacles peuvent être mélangés entre théâtre de marionnettes, théâtre d'acteurs, mais en silhouette, etc. Merci. Alors, j'avais également une question. Vous avez parlé à un moment des figures assez effrayantes de la silhouette. Comment est-ce que cette silhouette elle est passée d'une figure effrayante, justement, à une image un peu plus douce, un peu plus atténuée, comme on peut retrouver aujourd'hui dans les contes un peu plus modernes? Alors pour ce qui est des figures effrayantes, je ne suis pas
forcément sûr que c'était dès le départ des figures effrayantes. Parce que, comme moi je l'associe aux ombres vues au coin du feu, ça peut être aussi considéré... En fait, la particularité de la silhouette... alors, déjà, il faudrait faire la distinction entre silhouette et ombre. Là, vous l'aurez compris. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'appelle silhouette, c'est vraiment la forme visuelle qui va être une figure artificielle, qui va être faite par la main de l'homme, soit peinte, soit découpée, soit dessinée, soit projetée, qui va être issue d'une projection. Ce qu'on appelle ombre, c'est l'ombre portée, c'est d'une certaine manière une image naturelle, là où la silhouette est une image artificielle. Et donc, ce qui peut être effrayant dans l'ombre, c'est justement son caractère informe. Et le fait qu'on puisse imaginer des tas de choses, plus ou moins rassurantes, à travers elle. Par le procédé psychologique qu'on appelle la pareidolie, donc qui permet justement d'imaginer dans une forme des motifs, des figures, des visages, voilà. C'est comme quand dans les nuages on voit un éléphant ou autre chose, d'accord ? Sauf que là c'est dans des ombres. Et donc à partir de là, il y a des choses effrayantes qui peuvent naître, ou il y a des choses qui ne sont pas effrayantes. Alors après, sur le fait qu'on puisse suggérer des choses effrayantes par les ombres ou non, ça c'est dû au style de l'artiste et à la manière dont il va s'emparer du motif. On peut avoir des images effrayantes, alors là, du coup j'en profite peut-être pour représenter ça. Pour montrer cette image-là, quand Arthur Rackham illustre les contes d'Andersen en 1932, donc ça c'est un extrait de mémoire, je crois que c'est La Reine des Neiges. They are only dreams, said the crow. Donc le corbeau qui dit à la jeune fille donc, que ce ne sont que des rêves, et la manière dont il traduit ces rêves, ce sont des figures un petit peu fantasmatiques qui sont projetées sur les murs. Ça peut éventuellement être considéré comme effrayant. Et puis à l'inverse, on pourrait dire que dans cette image-là, chez Barbe Bleue par exemple, eh bien, le Barbe Bleue n'est pas du tout terrifiant parce qu'il est tout petit, il est représenté de manière un petit peu caricaturale. Alors, et puis, je ne sais pas si c'est le sens de votre question, il faut voir aussi qu'il y a une infantilisation du genre du conte de fées qui fait qu'on a tendance à moins l'associer à des images effrayantes, alors que ce soit dans le conte populaire de tradition orale ou dans certaines réécritures, comme celle par exemple des Grimm, eh bien on a des images qui sont des images littéraires pour le coup qui sont particulièrement violentes et dans certains cas qui peuvent même donner des cauchemars aux enfants. Une dernière question, évidemment, on en profite puisque nous sommes dans un cycle où on invite des universitaires. On voulait revenir un petit peu sur votre parcours rapidement. Si tout d'abord, l'histoire de l'art, comment vous avez rencontré l'histoire de l'art? Et si même pour mettre en lien avec les illustrations de contes, est-ce que vous considérez que les illustrations de contes sont de l'art, ou est-ce que c'est admis dans cette société actuelle que c'est de l'art? Alors, pour ce qui est de mon parcours, je vais être très franc avec vous. J'ai jamais franchement été un bon élève au lycée. Et c'est après un bac S, je ne savais pas quoi faire de ma couenne. Et ce qu'on appelait à l'époque un bac S, donc maintenant c'est complètement has-been, comme voilà. Et, mais maintenant il y a des spécialités, c'est compliqué, il y a Parcoursup et tout ça. À mon époque, il n'y avait pas trop ça. Et donc, je ne savais pas quoi faire et je me suis inscrit en histoire de l'art parce que ça m'intéressait parce que j'avais jamais eu l'occasion, en fait, d'avoir ce type de discipline. Et mon but, je m'étais dit, je vais essayer de me cultiver un peu, puisque en histoire de l'art, apparemment, on étudie à la fois la peinture, la sculpture et l'architecture. Alors du coup, ça m'a ouvert des continents assez fous, mais certainement pas celui de l'illustration. Parce qu'en fait, il faut bien voir qu'on étudie en effet on a des cours d'archéologie antique, des cours de peinture moderne, des cours d'architecture médiévale, des cours de sculpture contemporaine, etc. Mais on étudie, en tout cas, on étudiait à mon époque, très très rarement, les arts qu'on appelle mineurs. Les arts qui sont mineurs, ça va être par exemple les arts décoratifs, le design, l'illustration, dont dérive donc l'illustration, on pourrait appeler ça, c'est entre, on pourrait dire, les arts de la peinture et les arts du design graphique. Et en fait, c'est à partir de ce qu'on appelait à l'époque la maîtrise, donc le Master 1, où j'ai commencé à m'intéresser à la mise en image de récits littéraires, et où j'ai travaillé notamment sur la mise en image du Paradis perdu de John Milton,
par un illustrateur anglais qui s'appelait John Martin, un graveur anglais du 19e siècle. Et ensuite, en restant dans mon tropisme vers de l'illustration anglaise, je me suis dit, en rencontrant Arthur Rackham et en appréciant beaucoup ses images, eh bien, j'ai commencé à travailler dessus. Mais il faut bien voir que, évidemment, c'est le genre de choses qui ferment ensuite une carrière universitaire d'une certaine manière. Enfin, pas complètement, parce qu'il y a des gens qui arrivent quand même à enseigner ces choses à l'université, mais il est clair qu'en faisant ces choix-là de sujets de recherche, je ne me favorisais pas à l'époque vraiment l'accès à des postes à l'université, puisque c'était non seulement je m'intéresse à l'illustration, mais en plus je m'intéresse à l'illustration de contes qui en plus sont dans des éditions pour enfants. Alors triple minorisation du sujet de recherche. C'est vrai que je me suis un petit peu savonné ma propre planche, on pourrait dire. Mais c'était des choses qui m'intéressaient parce que c'était des sujets absolument inétudiés à l'époque où j'avais commencé à les étudier, c'est-à-dire les années 2000. Maintenant, le champ de la littérature de la jeunesse est un champ qui est de recherche qui est légitimé à l'université, qui fait l'objet de masters spécialisés, qui fait l'objet... Voilà. Donc les choses ont un petit peu changé. En histoire de l'art, on reste très très peu intéressé par l'illustration, et donc en fait, depuis des années, je travaille principalement avec des spécialistes de littérature et quasiment pas avec des spécialistes d'histoire de l'art. Si c'est pour répondre à votre question d'inscription dans les champs disciplinaires au sein voilà. En gros, ou en histoire du livre éventuellement et de l'édition, mais pas forcément avec des historiens de l'art pur jus, si je puis dire. Du coup, j'aurais une dernière question pour vous. Et en fait, comme vous avez rencontré plusieurs contes durant vos recherches, je voulais savoir s'il y en a un qui vous a particulièrement marqué. Il y en a beaucoup, bien sûr. Il y en a un qui m'a marqué, c'est parce qu'en fait, quand je me suis attelé à mon travail de thèse, de doctorat, qui était sur l'illustration des contes de Grimm en Angleterre au 19e siècle. Donc ça peut faire peur comme ça, comme sujet, ça a l'air très pointu. Mais ça me permettait d'aborder un siècle de contributions visuelles, on pourrait dire, à l'illustration des contes de Grimm, qui eux-mêmes sont une création du 19e siècle. Je rappelle, les frères Grimm, c'est les contes de Grimm, les Kinderunterhausmärchen, c'est entre 1812 et 1857 qu'ils sont publiés, avec différentes éditions. Enfin, il y a une histoire éditoriale qui elle-même est complexe et qui est intéressante en soi parce que ça questionne la représentation également de ces contes, de savoir de quelle manière ils sont éditorialisés, etc. Je ne sais plus où je voulais en venir. Pourquoi c'était... Est-ce que j'ai... Voilà. Donc quand j'ai lu ces contes, à l'époque c'était dans la traduction d'Armel Guerre, j'ai découvert un continent, et notamment des contes qui ne sont pas du tout connus. Et il y a un conte qui m'a particulièrement marqué, c'était le conte du Genévrier. Parce que dans le conte du Genévrier, il y a quand même l'histoire d'un père d'une belle-mère qui tue le fils de son mari et qui le donne en ragoût au papa. Voilà. Donc c'est vrai que c'était... Voilà, il y a une scène de cannibalisme dans cette histoire. C'est un conte de Grimm que vous trouvez que vous trouvez illustré d'ailleurs même dans des albums pour enfants, qui sont de très très belle illustration d'ailleurs. Je ne sais plus quel est le nom. Je crois que c'est Gilles Rapaport, mais je ne suis pas sûr de moi. C'est pas du tout illustré en silhouette, mais c'est un très très beau. Et puis après, il y a toute une histoire où la fille, la demi-sœur en fait, en réalité, ramasse les ossements donc du jeune homme et les enterre au pied du genévrier. Et ensuite s'ensuit une scène de sorte de résurrection. Il ressuscite sous forme d'oiseau. Et il va ensuite se venger de la belle-mère en lui faisant tomber une meule de pierre sur la tête. Enfin, je vous passe les détails. Mais c'est vraiment un très très beau conte qui, du point de vue symbolique, enfin du point de vue vraiment de ce que le conte pouvait donner, n'avait plus rien à voir avec les histoires de princesses ou de dragons. D'ailleurs, vous verrez très très peu de dragons en réalité dans les contes de fées traditionnels. Vous verrez beaucoup de princesses éventuellement, et de princes, mais assez peu de dragons. Et c'est un conte qui m'a marqué, on pourrait dire. Je vous remercie. Nous allons pouvoir passer à quelques questions du public, s'il y en a. Nous allons donc passer un micro dans les rangs, et si vous souhaitez vous manifester, vous pouvez lever la main. Merci d'avoir
ta présentation, François. J'ai une question, enfin plus une remarque par rapport à ce que tu disais sur le récit cadre et sur l'effet cadre, parce que quand on regarde là je travaillais un petit peu sur un milieu sous les mers de Verne, et en fait quand on voit les fonds marins, on les voit toujours à partir du Nautilus avec l'effet cadre aussi qu'on retrouve. J'ai l'impression que c'est un peu un paradoxe du merveilleux, c'est qu'à chaque fois il faut nécessairement qu'on voit l'exhibition presque de la convention. Enfin, il y a ce mot-là je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as travaillé sur vraiment, c'est assez étrange que dans un conte merveilleux, que dans un conte de fées où on est censé nous faire entrer dans un univers invraisemblable et un univers voilà, où on est détaché de tout ancrage, on est justement, comme dans Prince et Princesse, comme dans ces illustrations dans l'édition Hetzel de 20 milieux sous les mers, comme dans plein d'autres, enfin, ça m'y fait penser. Et je trouve qu'il y a une manière toujours de marquer qu'on est bien dans un univers malgré tout référentiel, et on va entrer dans l'univers du conte. On a besoin de le souligner presque. Ben, je te dirais que je n'ai pas vraiment travaillé sur cette question-là en particulier, mais c'est assez intéressant ce que tu racontes, parce que en fait ça permet de mettre en valeur le fait qu'il y a des conventions du genre, on pourrait dire, qui permettent d'indiquer deux choses. D'une part, qu'on n'est entre guillemets pas dans la réalité, quand on est dans le merveilleux, on ne peut pas être dans le cadre d'un récit réaliste qui commencerait de but en blanc en vous mettant in medias res, selon l'expression comment consacrée. Et puis d'autre part, il y a une manière, par ce cadre-là, d'indiquer, en tout cas je pense aux illustrations de Verne, notamment celle où on voit le poulpe dans un hublot du Nautilus. Je pense que c'est à cette image-là que tu fais allusion notamment. C'est une manière de montrer ce qu'il y a à voir en le surcadrant. Et donc c'est peut-être une manière aussi de vouloir mettre en valeur ces récits en les encadrant de la même manière dont on encadrerait un tableau. Sauf que là on les encadre par un récit. Voilà. Et donc c'est peut-être une manière de les désigner au regard ou de les désigner à l'oreille de la personne qui écoute. Voilà, donc j'y vois ces deux fonctions-là. Après, évidemment, ça serait à retravailler et à documenter peut-être de manière plus large. Y a-t-il d'autres questions ? Je m'interrogeais après votre brillante exposé sur des exemples finalement assez occidentaux, s'il y a une forme d'universalité de ce passage à la silhouette à partir du conte, que ce soit dans des cultures plus primitives ou même au niveau mondial, dans des cultures plus récentes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve sur des équivalents du conte, cette traduction en silhouette ou en théâtre long Alors c'est une excellente question, mais je n'ai évidemment investigué que ce que je connaissais, c'est-à-dire le champ francophone et anglophone, et très légèrement germanophone. Donc parce que c'est par maîtrise de par connecté, voilà, moi je suis 19e-iste, je m'intéresse à l'illustration anglaise, donc évidemment je me suis intéressé principalement à ces champs-là. Mais c'est évident qu'il y a, notamment dans le domaine du théâtre d'ombre, il y a le Wayang-Kulit, c'est-à-dire le théâtre d'ombre japonais, qui est très connu et qui met en scène des récits qui sont de l'ordre du mythe, et cette fois c'est plus du conte, mais qui ont évidemment un rapport avec le conte, parce qu'on retrouve certaines constantes esthétiques qui sont, par exemple, des personnages relativement plats, qui sont des relats. Sauf que, évidemment, cette fois-ci, on reste en dehors d'une esthétique réaliste, on pourrait dire, qui serait celle du roman. Et c'est vrai qu'un roman illustré en silhouette, on se dirait pourquoi. On se dirait, est-ce que c'est vraiment la meilleure solution esthétique? Alors que, évidemment, pour le conte, pour le récit biblique, pour le mythe, pour la légende, pour la fable, et bien évidemment ça fonctionne parce que justement, ce sont des récits littéraires qui appellent davantage à ce. En tout cas, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, on pourrait éventuellement faire le même type d'analyse pour le Wayang-Kulit javanais, ce qui m'intéressait, c'était notamment le fait que c'était des personnages types. On peut avoir éventuellement notamment dans les récits de Karagoz, qui sont relèvent du théâtre d'ombre en Grèce cette fois-ci. C'est vraiment du théâtre de marionnettes très très populaire, l'équivalent de Guignol, on pourrait dire, où c'est des images, c'est des récits qui ne sont pas du tout des récits merveilleux, mais qui sont représentés en marionnettes d'ombre. Et parfois en marionnettes type justement marionnettes à gants.
comme ça en Buratini. La particularité de ces histoires de Caragosse, c'est que des histoires du policier qui tape le machin, qui voilà, etc. Et puis d'une espèce de Caragosse, c'est le nom d'un héros qui arrive toujours à s'en sortir de tout un tas de trucs, de problèmes dans lesquels il se met. Un petit peu comme Guignol, quoi. Et donc on n'est pas tout le temps dans les esthétiques du merveilleux, mais on est tout le temps dans des espèces de personnages types. Donc ça serait là, disons, de personnages types qui sont peu approfondis, on pourrait dire, psychologiques. Donc ça serait la réponse que je vous ferai, qui serait une réponse prudente, hein, parce que je n'ai pas exploré toute la littérature mondiale non plus, et toutes les... Voilà. Mais en tout cas, on retrouve ça, en effet, notamment dans le domaine du théâtre d'ombre, ça c'est certain. Bonsoir. Je voulais juste savoir, comme le merveilleux joue très souvent avec le monde à l'envers, avec les jeux de miroir, est-ce que dans la silhouette, il y a aussi justement cette recherche de faire une représentation en miroir du réel, et justement avec le rapprochement qu'on peut faire avec l'ombre, lorsqu'on pense aux silhouettes, on a aussi une histoire de reflet. Alors je ferai deux réponses quasi contradictoires à votre question. C'est que je vous dirais que l'ombre, c'est exactement l'inverse du reflet. C'est-à-dire qu'il y a deux images naturelles, c'est le reflet dans l'eau et l'ombre portée. Voilà. C'est le mythe de Narcisse d'une part et le mythe de Dibutade d'autre part, si on se réfère aux légendes et à la mythologie antique. Le mythe de Dibutade qu'on trouve chez Pline l'Ancien, qui serait l'origine du dessin, qui serait une femme qui a justement, pour la première image, aurait délinéé une ombre, l'ombre de son amant, qu'elle aurait délimité cette ombre portée sur le mur, et ça aurait été l'origine de la première image. Et à contrario, vous avez le mythe de Narcisse, où en effet la première image qu'il voit, la première image naturelle qu'on voit, c'est celle du reflet. Et je dirais que la particularité du reflet, c'est qu'il soit de face, alors que la particularité de la silhouette, de l'ombre, c'est qu'on ne la reconnaît la plupart du temps que de profil. Quand vous voyez tous les spectacles d'ombre avec les mains, etc., en général, c'est toujours des figures de profil, c'est rare quand c'est des figures de face. Donc, je dirais que c'est deux images un petit peu opposées. Donc, je vous dirais que le silhouette, c'est la partie du merveilleux qui se trouve de profil, alors que le reflet, ça serait la partie du merveilleux qui, au contraire, se joue quand on est de face. Je pense notamment, évidemment, à Alice au-delà du miroir, qui en effet passe de l'autre côté du miroir et où tout est inversé, mais c'est encore une autre chose. Et une autre chose, c'est qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre du reflet, ou en tout cas de la symétrie qui se joue, c'est dans le contraste du noir et du blanc, dans le contraste, voilà, mais ça se limite à ça, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'on pourra avoir quelque chose qui est de l'ordre du reflet de la perte de repère, qui se joue dans l'aspect ornemental et fortement décoratif, notamment par exemple dans les images d'Emmanuel Fornage, hein, voilà, qui sont dans des albums pour enfants qui sont idées, où là on a un aspect de reflet parce que c'est hérité par ailleurs d'une tradition du papier découpé qui est beaucoup plus vieille que lui, puisque là le canivet français, donc date indéterminée mais probablement 18e siècle, et Emmanuel Fornage, il se situe dans une tradition du papier découpé à tonalité fortement ornementale, où là il y a l'idée de capter par l'ornementation l'œil et de le fasciner esthétiquement par l'aspect ornemental. Et donc là on pourra avoir quelque chose du reflet parce qu'on joue sur les symétries mais et sur les contrastes de noir et blanc. Mais le rapprochement avec le reflet, pour moi, s'arrête là. Nous vous remercions, François Fièvre, pour cette conférence. On espère que cela vous a plu et on espère vous voir nombreux aux suites de cycles de conférences. Merci à vous.